Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé en partenariat par Bérénice Conseil avec nos amis de Demos. Donc ce webinaire vous propose d'aborder des analyses et des solutions concrètes sur le thème du développement du potentiel humain de vos équipes, mais aussi le vôtre. Alors, quelques mots rapidement de présentation. Donc, je suis Gaël Salomon, j'ai fondé Bérénice Conseil. Nous sommes un cabinet indépendant spécialisé en stratégie, organisation, management. L'essentiel de nos activités, ce sont des diagnostics au service du développement et de la transformation des entreprises. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup sur des sujets, évidemment, en lien avec le management, qui est un des premiers leviers pour développer les activités. En particulier, nous intervenons sur des redressements d'entreprise et puis des redynamisations d'activités et d'équipes. C'est vraiment notre champ d'expertise. Voilà. Une particularité dans notre cabinet, c'est que nous faisons beaucoup de travaux de fond. Nous avons des méthodes spécifiques et nous faisons beaucoup de publications et donc beaucoup de recherches. Donc, pour ma part, depuis une vingtaine d'années, je travaille au développement et au redressement d'activités. Avant de fonder Bérénice Conseil. Je suis vraiment passionné de stratégie opérationnelle, justement au service du développement des entreprises et de leur potentiel humain. Et j'ai écrit quelques thèses, quelques travaux, quelques mémoires, et j'ai un livre qui sort d'ici le printemps. Voilà, si tout va bien. Je ne suis pas fan du tout des concepts en général. Je suis très friand des méthodes très concrètes, très opérationnelles, qui fonctionnent. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de partager avec vous à la fois des constats, des idées, mais aussi des solutions qui fonctionnent. Alors, les 7 thèmes aujourd'hui, vous les aviez déjà reçus dans l'invitation. Donc, on va parler, et ça va être une assez longue première partie, sur tout ce qui influe sur le rapport au travail, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, notamment depuis une dizaine d'années. Donc, on va les passer en revue. On va également parler des conditions d'un bon mode collaboratif, comment ça fonctionne, les évolutions du management qui sont nécessaires. Le sens, l'importance du sens. On va aussi travailler, échanger sur les projets, comment faire adhérer vos équipes à vos projets. On va également échanger, évidemment, vu la période, sur le sujet de la pandémie, du travail à distance. Et puis, un dernier sujet un peu brûlant et tellement important sur à la fois l'intégration et les départs des collaborateurs. Voilà, il y aura une petite séance de questions-réponses à la fin. J'espère ne pas trop parler pour laisser quand même quelques minutes. Ce qui est important de savoir, c'est que ce webinaire, il est basé sur 3 choses. Des études et des recherches que nous citons tout à la fin. Donc, il y a une énorme base de références avec des livres, des études, des articles, des liens que vous aurez parce qu'on va vous envoyer ces slides que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a une grosse liste d'études. Alors, je ne vais pas tout citer dans mes slides, dans mon exposé, mais en revanche, vous retrouverez tout à la fin et ça peut vraiment vous être très utile pour approfondir quelques parties. C'est également basé sur nos propres recherches et nos travaux. Je vous le disais, on fait beaucoup de publications. Et puis enfin, évidemment, nous sommes un cabinet de conseil, nous intervenons, ce qui veut dire que c'était aussi basé sur l'expérience terrain de nos équipes. Voilà. Donc, chacun de tous ces sujets que vous voyez à l'écran mériterait une journée, une semaine pour échanger. Donc, évidemment, je vais essayer de faire court et d'aller à l'essentiel, mais encore une fois, vous aurez les slides et puis vous pourrez fouiller autant que nécessaire. Donc, au risque de vous spoiler, c'est sans doute la partie la moins sympa et la plus dense de ce webinaire, parce que comprendre les facteurs qui influent sur le rapport au travail pour les salariés, c'est vraiment fondamental pour savoir quelle est la situation actuelle et d'où on part. Ils ont drastiquement modifié le rapport au travail. Et c'est vraiment fondamental de savoir exactement dans quelle direction et dans quelle situation on est aujourd'hui pour comprendre comment les choses peuvent évoluer et quels sont les leviers d'action. Donc, c'est une sorte d'état des lieux, de point de départ de ce webinaire que je vous propose. Mais rassurez-vous, évidemment, après, on parle de solutions, c'est promis. Il y a une quinzaine de facteurs essentiels complétés effectivement par quelques points qui sont spécifiques et qui sont liés au Covid. Évidemment, il ne faut pas généraliser.
tout ce que je vais vous citer maintenant ne s'applique pas dans l'intégralité des entreprises. Ça va de soi. On est effectivement sur un échantillon de ce qu'on va retrouver aujourd'hui et qui effectivement vient drastiquement modifier le rapport au travail pour les équipes dans le monde de l'entreprise. Donc, commençons d'abord par vraiment un point très lourd chez beaucoup d'entreprises, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'études, nous sur le terrain, chez nos clients, ce qui influe négativement auprès de beaucoup de salariés, ce sont les changements incessants. Aujourd'hui, il y a 4 facteurs. On parle de transformation brutale, techniquement. Ce sont en fait des facteurs qui font que le contexte, l'entreprise, son environnement changent en permanence. D'abord, il y a une pression d'innovation. Pour beaucoup d'entreprises, il y a un sentiment réel ou supposé, nettement accru, que c'est aujourd'hui innover ou disparaître. Donc, vous connaissez la citation de Robert Murdoch, le monde change très vite, les gros ne battent plus les petits, ce sont les rapides qui battent les lents. Mais pour prendre un exemple parmi des milliers, qui aurait cru hier, en 2008, à l'époque où Nokia dominait le secteur du téléphone mobile, avec 39% de part de marché, ce qui était juste énormissime, que seulement 10 ans plus tard, la marque aurait sombré. Et donc là où il y a quelques décennies, nous ne parlions que de progrès, aujourd'hui, tout le monde n'a à la bouche que les termes innovation, voire disruption. Or, évidemment, la pression de l'innovation bouleverse en profondeur le quotidien des organisations et induit des pressions nouvelles sur le management et les équipes. Et puis, il y a aussi, et ça c'est vraiment subi, il y a aussi des cadres institutionnels qui sont très mouvants, avec des lois dans tous les sens, tout le temps. Le domaine réglementaire, clairement, évolue trop et trop vite. C'est ce qu'on appelle de l'instabilité chronique. En d'autres termes, à peine le temps de se mettre en règle dans l'entreprise avec le dernier cadre juridique, qu'il y a déjà un nouveau cadre juridique, une nouvelle loi qui est adoptée. Je vous donne juste un exemple. Dans le secteur de la formation que vous connaissez tous, on compte de 2002 à 2018, en 16 ans, une loi majeure tous les 2 ans. Donc vous imaginez évidemment les répercussions et la pression que ça met. Et puis, il y a un autre facteur, qui est un facteur un peu plus psychologique sur les entreprises et leurs salariés, c'est la peur suscitée par les entreprises qui disparaissent plus vite. En 2015, il existait encore 15% des entreprises classées au top 500 en 1955. Elles existaient encore en 2015. Mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que les disparitions ou les dilutions d'entreprises, ce qui revient en fait au même pour les équipes, s'accélèrent en réalité depuis à peu près une dizaine d'années parce qu'il y a beaucoup de consolidation d'industries qui se rachètent les unes les autres. Concrètement, soit parce que des entreprises sont absorbées et progressivement diluées au sein de groupes, soit parce qu'elles sont contraintes de licencier. Il y a une telle concentration depuis une dizaine d'années que chaque année, tenez-vous bien, chaque année, environ 15% des PME de 100 à 500 salariés sont absorbés par un groupe en France. Donc, et si on parle d'entreprises carrément qui ferment boutique, prenons une donnée avant la pandémie en 2019, les plans de sauvegarde de l'emploi avaient progressé de 12,5%. Donc, il y a une espèce de pression qui vient du sentiment que les entreprises soit sont absorbées et diluées, soit disparaissent. Voilà. Donc, effectivement, les choses vont très vite. Et l'idée, c'est que cette pression fait que, pressées de s'adapter, les entreprises multiplient les réorganisations à tous les niveaux et de façon quasiment permanente. Moi, je me souviens très bien être intervenu il n'y a pas très longtemps dans un groupe dont le dirigeant communiquait jusqu'alors une stratégie tous les 6 à 12 mois. Et évidemment, les équipes, dans le diagnostic, on s'est rendu compte que les équipes étaient tellement blasées qu'elles avouaient ne plus écouter, ne plus lire les messages de l'entreprise. Donc voilà, tout va plus vite dans un monde où les certitudes s'effritent et donc des changements incessants dont le sens est clairement loin de paraître évident pour les collaborateurs et évidemment qui crée une sorte de climat d'incertitude et de stress pour beaucoup d'équipes, ce qui a une très grosse influence sur les comportements humains.
Il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution des conditions de travail qui sont en réalité pour la plupart du temps plus difficiles et qui donc créent un détachement chez beaucoup de salariés. Ça aussi, ça a beaucoup d'impact. Alors, de quoi on parle exactement? Il n'y a plus aujourd'hui, en 2022, d'allumeurs de réverbères ou de porteurs d'eau, évidemment. Il y a aussi une réalité, c'est que les salariés aujourd'hui portent moins de charges lourdes. Ils étaient 7% en 1994 à porter des charges lourdes, ils sont moins de 5% aujourd'hui. Mais en réalité, derrière ça, 16% des salariés, et ce nombre est en croissance, est exposé à la répétition d'une série de gestes à une cadence élevée. Une cadence élevée qui est à l'origine d'un accroissement du nombre de troubles musculo-squelettiques mesurés par la médecine du travail depuis des années. Donc, pour le dire autrement, le poids de la charge physique a diminué, mais il a été remplacé par une vitesse de manipulation en très forte augmentation. Il y a un autre écueil qui n'a rien à voir, ce sont les nuisances sonores, notamment en open space. Il y a eu pendant très longtemps un accroissement du coût de l'immobilier professionnel, ça c'était évidemment avant le Covid, et puis une espèce de mauvaise traduction, de mauvaise mode dans beaucoup d'entreprises des besoins de collaboration. Sous prétexte d'équipe, on crée des open space partout, et qui ont conduit effectivement beaucoup d'entreprises à accroître le nombre d'open space, avec une conséquence directe qui a été très bien mesurée, clairement une exposition beaucoup plus intense aux nuisances sonores, avec pas moins de 24 collaborateurs, 24% des collaborateurs qui étaient touchés avant la pandémie par les nuisances sonores en open space, contre 16% 20 ans plus tôt. Donc vraiment, il y a un accroissement énorme des nuisances sonores qui nuisent à la concentration, à l'efficacité du travail, à la motivation et à l'engagement en général. Voilà. Et puis, il y a un dernier élément qui est très intéressant, qui a également été mesuré, c'est cette idée qu'il faut aujourd'hui travailler plus vite et s'interrompre plus fréquemment. 35% des salariés se sentaient sous forte contrainte en termes de rythme de travail en 2003. Eh bien, ils étaient 42% avant la pandémie, plus 7 points en 16 ans. Ça représente des millions d'individus. Donc ça veut dire quoi en termes de conséquences directes? Ça veut dire qu'il y a un morcellement du travail qui touche de plus en plus de salariés. Ils sont 58% aujourd'hui, des salariés français, à dire devoir fréquemment interrompre une tâche pour en effectuer une autre qui n'était pas prévue. C'était presque 10% de moins en 1994. Donc, en fin de compte et en synthèse, 70% des salariés considèrent qu'on leur demande de travailler plus vite et 35% estiment que la quantité de travail attendue est clairement excessive. Ce sont d'autres points de repère, évidemment qu'on ne va pas retrouver dans toutes les entreprises, mais ce sont quand même des tendances de fond qui sont très intéressantes. Et je vous prie de croire qu'on a compilé beaucoup d'études et de recherches pour arriver à cette synthèse. On va également retrouver dans beaucoup d'équipes, ce qui impacte la notion de rapport au travail, ce qu'on va appeler des quotidiens toxiques. Donc le terme fait un peu peur, mais clairement, on a un environnement quotidien qui peut affecter les mécanismes des collaborateurs. 14% des salariés déclarent par exemple recevoir des reproches de leur entourage familial en raison de leur manque de disponibilité. Et c'est 20% de plus chez les femmes. Donc c'est encore plus marqué dans la population féminine. Et donc ces problèmes, s'ils ne sont pas pris en compte, ce sont des situations qui amènent clairement à des problèmes d'ordre psychologique chez les équipes. Un travail excessif ou une surcharge, on l'a vu précédemment, peuvent également y contribuer et créer des problèmes d'ordre psychologique. Et donc petit à petit s'installe ce qu'on appelle un épuisement émotionnel, qui se traduit par un cynisme vis-à-vis du travail, un total détachement, avec en plus un sentiment de non-accomplissement personnel qui se consume, tout ça, qui se traduit dans un véritable burn-out. Et attention, on ne parle pas ici d'un tout petit sujet, hein, le burn-out. Il a été reconnu comme maladie professionnelle depuis 2019 par l'OMS.
Et selon une étude pré-Covid, donc de 2019, presque 13% des actifs étaient sujets à cette pathologie. 13%, c'est énorme. Regardez autour de vous, dans votre entreprise, sur 100 collaborateurs, il y en a possiblement 13 qui peuvent être atteints de burn-out. Et puis, à ça, on peut ajouter d'autres formes de syndrome qui sont nouveaux, le bore-out, lié à l'ennui profond que l'on ressent en l'absence d'activité motivante, qui toucherait entre 15 et 30% des actifs, et puis le brown-out, qui est la conséquence d'un travail dénué de sens. Voilà. Donc, effectivement, c'est lourd et c'est important de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'entreprise pour beaucoup d'équipes et c'est important de mettre des mots dessus. À ça, pour terminer, on va ajouter effectivement des personnes au comportement parfois déplacé, toxique, répréhensible même, et dont les agissements peuvent engendrer aussi dans le monde de l'entreprise des tensions permanentes avec certains collègues, voire un climat délétère. On parle aussi carrément de harcèlement moral, voire sexuel. Je vous rappelle à ce sujet d'ailleurs que une femme sur 5 aura été confrontée dans sa carrière à une situation de harcèlement sexuel. Alors, dernière chose, on parle aussi beaucoup, et heureusement de plus en plus, qui est quand même finalement, paradoxalement, plutôt bon signe, parce qu'il y a une prise de conscience un peu collective, de pratiques managériales qui parfois ne sont pas adaptées. Les pratiques managériales, c'est un vrai levier pour recréer une super dynamique dans l'entreprise. Mais clairement, ça doit se susciter. C'est un vrai travail de fond. Et donc, comme le rappelle la philosophe Cynthia Fleury, qu'on cite d'ailleurs dans nos références un peu plus loin, aujourd'hui, les entreprises, nos sociétés occidentales, sont clairement écartelées entre deux notions. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. D'un côté, il y a dans l'entreprise une véritable recherche de sens qui passe chez le management par des pratiques volontairement plus responsables. En tout cas, c'est l'idée de fond. Et puis de l'autre, et je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, vous le vivez, il y a une quête de réussite professionnelle et financière à tout prix. Moi, je l'ai vécu là où j'ai travaillé avant et je le vis aujourd'hui, je le constate chez beaucoup de nos clients. Il y a véritablement une envie de bien accompagner, de bien manager les équipes. Et puis à côté, il y a en même temps, comme dirait notre président, il y a en même temps cette quête de réussite professionnelle et surtout financière permanente, exacerbée. Donc, on est vraiment là-dedans dans nos entreprises occidentales. C'est une vraie situation que l'on retrouve dans beaucoup d'activités. Et donc, finalement, on oscille entre ces deux extrêmes avec des injonctions multiples et contradictoires qui viennent accroître les risques humains qui en découlent. Des risques internes, taux de défection, motivation, des risques périphériques à l'activité, comme les conditions de travail et de sécurité, et puis des risques externes en termes d'image ou de réputation, par exemple. Voilà. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est lié aux risques psychosociaux, qui peuvent évidemment surgir sans crier gare, pardon. Et puis, ce qui est important de comprendre, et souvent quand on utilise ces arguments-là, on arrive à convaincre des dirigeants, c'est que les dégâts que causent les risques psychosociaux et en général les soucis de management dans l'entreprise coûtent en France entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Mais si on regarde plus précisément dans le monde de l'entreprise, tous ces soucis dont on parle là, globalement, créent en moyenne 18 jours d'arrêt maladie pour un tiers des salariés en France. C'est absolument énorme et c'est un très très gros impact économique et opérationnel sur les entreprises. Alors, pour terminer cette longue introduction et longue première partie, dont je suis désolé, mais qui était nécessaire pour comprendre quelle est la tendance de fond des salariés et leur rapport au travail, dernière chose, parlons quelques instants de l'impact du Covid. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Bon, clairement, la crise sanitaire et les mesures mises en place pour freiner le virus ont conduit à 4
considérables changements. L'activité s'est réduite ou a été stoppée dans beaucoup de secteurs, alors que paradoxalement, elle a augmenté dans d'autres, évidemment le e-commerce par exemple. L'organisation du travail a été extrêmement modifiée pour s'adapter à ce contexte. Et enfin, les conditions d'emploi ont évolué avec le recours au chômage partiel et naturellement au télétravail. Donc, 32% des salariés ont eu des conditions de travail qui ont été en partie dégradées par rapport à l'avant-crise sanitaire. Mais la bonne nouvelle, pour une fois une bonne nouvelle, c'est que 50%, 54% des salariés ont eu une relative stabilité dans leur travail, ce qui est malgré tout, encore une fois, je pense, une assez bonne nouvelle. Voilà. Et puis, dernière chose, pour 11% des actifs occupés, les conditions de travail se dégradent nettement et les risques psychosociaux augmentent sensiblement, ce qui est notamment vrai chez les télétravailleurs. Mais oui, parce que le télétravail forcément a amené plusieurs impacts assez lourds que vous connaissez, d'autonomie, de fonctionnement, de vie de famille, etc. Donc forcément, ça a eu un très très gros impact. Voilà. Il y a eu beaucoup de travaux et publications qui ont été faites par l'Organisation internationale du travail sur le sujet, que je vous recommande, que vous retrouvez aussi dans nos études, et qui sont extrêmement clairs et qui montrent à la fois les transformations à court terme, mais plus en profondeur sur la société et sur le monde du travail. Alors, après cette première partie d'introduction, rentrons dans des choses un peu plus sympas et un peu plus solutions. Parlons à présent des ressorts qui permettent de rebooster les équipes et de développer leur potentiel humain. Je précise qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, donc on reste dans du très 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 concret. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce que je vais vous présenter. Ce sont des solutions qui fonctionnent et qui fonctionnent dans le monde de l'entreprise. Clairement qu'on voit sur le terrain et qui sont aussi remontés dans des études. Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a 10 ans déjà, Google lançait une étude qui s'est appelée le programme Aristote. L'objectif était de déterminer les dénominateurs communs aux équipes les plus performantes. Durant cette période, 180 équipes auront été examinées à la loupe. La conclusion qui s'impose est étonnante. La performance dépend moins des personnes elles-mêmes que de la façon dont les personnes interagissent entre elles. Donc c'est davantage le collectif qui prévaut. La première caractéristique, la plus essentielle pour la performance, en fait, ils s'en sont rendus compte, c'est la sécurité psychologique dans laquelle les personnes travaillent. Donc, toutes les équipes qui dégagent des résultats supérieurs à la moyenne sont celles où les relations interpersonnelles sont sans risque et où les membres ne craignent ni d'exposer leurs éventuelles faiblesses, ni de reconnaître leurs éventuelles difficultés, ni même d'être jugés. C'est fondamental de comprendre ça et on va voir après comment on le met en œuvre. Mais déjà, ce point de départ pour comprendre ça est très intéressant. Je citais Google parce qu'ils ont vraiment été très très lus et visibles il y a une dizaine d'années quand ils ont lancé ce travail d'études qu'ils ont continué ensuite. Il y a eu d'autres études depuis, évidemment, mais toutes disent la même chose. Et il y a un travail de recherche dont je vais vous parler ensuite qui démontre ça également. Il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est que ce sentiment de sécurité amène des bénéfices d'absence d'a priori et de bienveillance. Il y a une chercheuse absolument géniale qui s'appelle Anita Woolley, qui travaille sur les comportements dans le monde de l'entreprise, pour faire simple. Là aussi, vous trouverez des références à la fin. Elle a examiné de nombreux groupes et en a déduit que la réussite était corrélée au niveau de sensibilité sociale. Autrement dit, plus les membres d'une équipe savent décrypter les émotions de leurs pairs, et plus ils savent répartir équitablement la parole entre tous, et donc plus est élevée l'intelligence collective du groupe. Donc, cette notion de sécurité que j'évoquais il y a une seconde, qui pourrait presque faire sourire, en fait, elle permet aussi, dans un mécanisme finalement assez simple, de développer l'intelligence collective du groupe. En d'autres termes, 1 plus 1 plus 1 n'égale pas 3, égale 4 ou 5.
C'est ça, en fait, l'idée majeure. Le groupe est beaucoup, beaucoup plus fort grâce à cette notion d'intelligence collective. Et puis, fort de ce constat, si on en reste aux méthodes traditionnelles de management de la performance, en gros, faites d'indicateurs, de KPI plus ou moins pertinents et de récompenses ponctuelles, il n'est pas étonnant qu'à peine 20% des collaborateurs estiment que l'approche managériale employée est de nature à les motiver. Donc, ça veut dire qu'il faut renouveler l'approche managériale. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Donc, l'humain a ceci d'extraordinaire, d'exceptionnel, qu'il est capable de modifier ses comportements rapidement si on lui en donne les moyens et si on lui en démontre la vertu. Un management efficient consiste en réalité à associer un climat d'échange vertueux, c'est-à-dire une vision et des objectifs clairs, partagés, un sens qui crée de l'engagement personnel, des rôles et des responsabilités bien définis, des mesures de l'impact du travail de chacun sur la réussite du collectif. Donc, d'associer un climat d'échange vertueux et un travail d'équipe sur la réussite de l'organisation. Nous appliquons en entreprise un modèle qu'on appelle le modèle tâche-relation. Ce modèle tâche et relation, il est basé sur les travaux de Pascal Raymond, qui est un grand expert en relations humaines en milieu professionnel, chercheur, enseignant et fondateur du réseau Résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la notion de relation. L'idée, c'est que les relations sont le lubrifiant du moteur de l'activité, de l'entreprise, de l'équipe. Et donc que le rendement de l'activité sera d'autant plus élevé que les relations seront guidées par un alignement fort et constant. L'idée ici, c'est que le sentiment d'appartenance, la cohésion d'équipe et la confiance réciproque fluidifient l'exercice des activités de chacun. C'est ce qui fonctionne. Alors, les travaux de Pascal Raymond, je le précise, sont basés sur des années d'analyse, d'études en entreprise. Donc, on n'est pas sur une vue de l'esprit, on est sur des éléments concrets, avérés, qui ont d'ailleurs donné lieu à des formations, des entreprises qui ont été créées, sauvées comme ça. Deuxième chose, la notion des tâches. Chaque collaborateur doit être en mesure d'identifier les ressources dont il a besoin à son niveau pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire avoir l'ensemble des interactions dont il a besoin et avoir les moyens de mener ses propres missions. Donc, c'est vraiment cette idée d'autonomie et de consistance dans la tâche. Et puis, tout ça est encerclé d'un cadre dont on a parlé avant, qui est fondamental, qui est cette notion de sécurité. L'idée, c'est que dans ces études, Pascal Raymond a démontré qu'un groupe est capable de trouver des solutions et de prospérer dès lors que les conditions de sécurité physique, psychologique et financière sont suffisantes pour permettre à chacun d'oser s'exposer, de proposer et de prendre des initiatives. C'est ce qu'on évoquait dans la partie juste avant. Donc on est bien là-dedans. C'est ça en fait le modèle magique tâche-relation est un modèle vertueux à 3 niveaux qui fonctionne remarquablement. Mais alors, l'idée c'est que nous considérons du coup, pour favoriser ce modèle, comme essentiel d'ancrer au sein du management et puis plus largement au sein des équipes les notions d'écoute, de confiance, de reconnaissance, de responsabilité et de sens. Ça fait beaucoup de choses, mais tout se tient et tout est essentiel pour développer le potentiel humain des équipes. Donc, pour le dire autrement, en opposition avec les schémas contre-productifs, très classiques, très courants, ce que nous mettons en place chez nos clients, ce que nous recommandons, c'est le développement de pratiques vertueuses, source d'efficience pour les équipes et pour les managers eux-mêmes. Et donc, on voit bien ce qui distingue le management traditionnel avec le management efficient. Quand on réfléchit à ces notions,
de relations, de tâches et de sécurité, tout ça animé effectivement par le management. Encore une fois, vous aurez les slides, hein. Donc je passe très rapidement. On pourrait passer, on pourrait vraiment, enfin, on pourrait passer des jours, des heures sur chaque sujet. Mais voilà, vous aurez évidemment l'ensemble des slides. Alors, pour vous partager un retour d'expérience en entreprise, quand on nous sollicite sur les leviers pour accroître le niveau de performance et l'engagement des équipes, bah, globalement, on va conseiller de travailler en priorité et de former le management en priorité sur ces 3 leviers que vous voyez ici. Ce sont ceux qui ont un vrai démultiplicateur. La communication, un management respectueux et responsable, et puis prévenir, gérer les tensions et booster la motivation de l'équipe, les deux étant liés. Tout ça, en fait, permet de créer les conditions d'un fonctionnement d'équipe grâce au management extrêmement efficient, extrêmement vertueux. Il y a beaucoup d'ouvrages qui existent, il y a des formations, chez nos amis de Demos, il y en a beaucoup sur le sujet, qui sont vraiment, vraiment remarquables. Nous-mêmes, nous avons un séminaire quand nous intervenons en mission de conseil en entreprise. Donc, on est vraiment sur cette notion qui permet aux entreprises de très rapidement identifier les leviers sur lesquels investir pour développer la compétence et la posture de leur manager. Donc voilà un retour terrain que je peux vous faire avec des années de pratique derrière. Ce sont vraiment les 3 sujets clés. Après, il y a pléthore de bouquins, pléthore de formations sur le sujet du management, pour la plupart très utiles, mais qui ne sont pas directement en lien avec ce dont on parle aujourd'hui. Là, ce dont je vous parle, ce sont vraiment les formations, en tout cas les leviers sur lesquels travailler, formation, coaching, lecture et autres, accompagnements divers, pour effectivement développer un management vertueux, source de développement du potentiel humain et de réussite des équipes. C'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a un autre sujet, pardon, parfois il faut boire un peu. Alors, il y a un autre sujet qui est très important, sur lequel on travaille énormément auprès de beaucoup de clients. Et là, c'est évidemment un retour d'expérience en toute logique qu'on peut vous partager, mais que vous devinez déjà. C'est l'importance de donner du sens aux équipes et à leur travail. C'est une clé de voûte d'un management efficient et d'équipes en situation de réussite. Et clairement, notre conviction, c'est que apporter du sens à une équipe, c'est une prérogative essentielle du manager. Et même, je pense que c'est la première de toutes. Apporter du sens, c'est probablement la première responsabilité du manager. Alors, le seul souci, pourquoi beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers, de dirigeants ne font pas cet effort de communication régulière vis-à-vis des équipes? Pas parce que ça prend du temps, parce qu'il ne suffit pas de donner du sens, de communiquer, de partager une fois, il faut le répéter régulièrement. Et moi, je ne cesse chez mes clients et mon équipe également de répéter en permanence qu'il faut mettre en place de la communication régulière, qu'il faut expliquer ce qu'on fait, donner du sens à l'action, répéter la stratégie, etc., etc. Sauf que on a à peu près les 2 tiers des clients qui nous écoutent, et puis sincèrement, on a un tiers qui nous écoute qu'à moitié, parce que ça prend du temps et qu'on a encore du mal à inculquer ça dans les réflexes. Et pourtant, cette débauche d'énergie, est-ce qu'elle est rentable? Mais oui, elle est ultra rentable. Passer du temps à donner du sens à des équipes, c'est une clé de motivation et de l'implication au travail pour les équipes. Et puis, le sens est la base de l'engagement. Dans les entreprises que nous accompagnons et où les managers, les dirigeants font l'effort d'apporter plus de sens régulièrement à leurs équipes, on constate une diminution du turnover. Donc, ça se mesure de façon même quantitative. Le sens se mesure, c'est fondamental. Et donc, nous, on le sait, l'engagement et la motivation sont des moteurs essentiels de la performance des équipes. Et ça passe par, effectivement, des messages qui sont basés sur le sens. À l'inverse, quel est le risque à ne pas donner ou à pas donner assez de sens? Quel est le risque à pas assez communiquer avec les équipes? En fait, il faut comprendre quel est le processus mental qui est en jeu. Lorsque vous, moi, tout le monde, nous arrivons dans une nouvelle organisation, dans un nouveau job, lorsqu'on se lance sur un nouveau projet, on arrive avec notre propre carte mentale.
alors, ce que les chercheurs appellent une carte causale. C'est un terme un peu technique, pas très rigolo, mais globalement, on arrive avec nos codes de référence, avec nos points de repère. Et si on n'a pas une entreprise, un dirigeant, un manager qui nous apporte du sens, eh bien, en fait, nous allons calquer sur l'entreprise, sur les relations, sur la stratégie, sur le travail, notre propre réalité qui est évidemment pas celle de l'entreprise. Et ça, c'est un réflexe humain qui est normal. Donc, l'humain a horreur du vide. Et donc, évidemment, à défaut de recevoir du sens, l'imagination et l'incompréhension seront à l'œuvre. Donc, voilà pourquoi donner du sens à ces équipes est extrêmement important. Et puis, alors, comment faire pour donner plus de sens? Par quoi ça passe? Le sens, c'est à la fois partout et chaque petit bout qui vient clairement influencer la signification globale de la mission des équipes. Donc, il y a plusieurs leviers basés sur des travaux de chercheurs, notamment Estelle Morin, Charles Gagné et d'autres, mais ces deux-là sont très connus. Donc, en gros, c'est quoi les 5 leviers les plus importants? Il faut insister sur l'utilité du travail parce que la reconnaissance est une des premières marches pour parvenir à donner du sens. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer sa vision et la contribution à cette vision de chacun, en fixant des indicateurs qui permettent d'évaluer le travail des équipes de façon collective. Il faut aussi augmenter la transparence, parce que la transparence, elle provoque des discussions. Parfois, il faut même apaiser ces discussions, mais elle évite les incompréhensions, elle évite que l'imaginaire soit à l'œuvre, elle évite les quiproquos, et donc elle accroît le sentiment de confiance mutuelle dans l'entreprise. Donc, c'est aussi un levier du sens qui est très important. Également, il faut accorder de l'autonomie. Accorder de l'autonomie, c'est comment le sens se construit au fur et à mesure pour un collaborateur. En fait, pour un salarié, un travail à son image, dans son autonomie, dans sa façon de faire, aura toujours plus de sens qu'un travail imposé. Et puis, il faut favoriser évidemment le développement des compétences. Le travail est une source de progrès qui contribue au sens. Et enfin, il faut prôner des relations de qualité. Et là, on reboucle sur la posture de management vertueux qu'on a évoquée tout à l'heure et qu'on a rapidement schématisé. Parce que le sentiment d'appartenance est vital. On a un autre point sur lequel on est très sollicité. On intervient dans beaucoup d'entreprises où une magnifique présentation a été réalisée sur un super beau projet avec un très beau plan d'action, et pourtant, il n'y a pas d'adhésion des équipes. Et donc, ça clairement, ça ne les emporte pas, ça ne les développe pas, ça ne contribue pas à la réussite à la fois individuelle, collective des équipes, et évidemment à la réussite de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est que dans les quelques minutes qui viennent, c'est de partager avec vous une méthode que nous mettons en œuvre, que nous vous livrons, que nous vous offrons, parce qu'elle marche remarquablement chez nos clients. En fait, c'est au moment de la réalisation du plan d'action que démarre l'engagement des équipes. L'adhésion commence dès la phase de conception de votre plan. Donc, soyons clairs, le plan d'action n'est pas là pour vous rassurer, vous, sur les choses qui sont à faire par vos équipes, mais pour guider les missions à venir de ces équipes. C'est pourquoi il est nettement préférable que les équipes participent à la conception de ce fameux plan. En gros, ce que vous voulez, c'est que, outre une forte adhésion, c'est un alignement de toutes les énergies. Et donc, la réflexion isolée qui sera la vôtre si vous concevez votre plan tout seul ne fonctionnera pas. Vous devrez plutôt lui préférer des ateliers thématiques composés de populations mixées, choisies au sein de vos équipes. Donc, nous animons beaucoup de séminaires d'équipe sur cette approche. Donc, évidemment, ce que je vous livre aujourd'hui, c'est une version extrêmement light et édulcorée, mais j'essaie vraiment de vous en partager la quintessence en termes de méthode. Alors, comment organiser la conception du plan? L'idée, c'est de réunir votre équipe ou vos équipes ou des populations choisies en séminaire de travail, une demi-journée ou une journée. Vous définissez des thématiques qui sont en lien avec vos objectifs stratégiques. Ça, c'est votre job de les définir, les thématiques.
Ensuite, vous répartissez les équipes en groupes mixtes, entre différents métiers, différentes expériences, différents sites, entre des managers et des non-managers, etc. Et puis, à chaque atelier, vous allez assigner une responsabilité de travailler sur telle ou telle partie de vos objectifs. Ça, clairement, encore une fois, c'est vous qui avez défini les thématiques. Ça, c'est nécessaire. À la fin de ce premier tour, alors là, encore une fois, je vous explique ça de façon très rapide. En fait, il y a des outils qui permettent de le faire assez simplement. Mais globalement, à la fin de ces premiers ateliers, vous invitez les équipes qui ont travaillé à restituer leurs propositions, leur base de plan d'action partiel aux autres groupes sur le sujet sur lequel ils ont travaillé. Les autres groupes vont ensuite pouvoir enrichir et tout ça permettra de hiérarchiser les actions et donc tout doucement d'arriver vers un plan d'action. Évidemment, vous aurez un rôle à jouer, on va y revenir dans quelques instants. Donc, qui est impliqué dans ces ateliers? Il faut évidemment identifier les participants, ça dépend de vos objectifs, des sujets, de la taille de l'entreprise. On fait par exemple dans une entreprise que nous aimons beaucoup, qui est une TPE, dans quelques jours, un atelier où il va y avoir tout le monde, tous les salariés, ils sont une quinzaine, et puis à l'inverse, on a mené des ateliers pour un grand groupe il n'y a pas très longtemps, où ils étaient 25, représentant seulement une infime partie des collaborateurs. Voilà, il y a des questions de choix à se poser en amont. Il faut identifier les participants, il faut bien les briefer, donc il y a un gros travail de préparation. On a des outils pour ça, mais ils sont assez faciles à créer. Il faut sélectionner des animateurs, parce que pour chaque atelier, il va y avoir des animateurs, des facilitateurs, et puis une fois les actions décidées, une fois les actions entérinées, il faut les rendre les plus concrètes possibles. On n'est pas dans quelque chose de philosophique ou de conceptuel, on est dans la vraie vie, on est dans l'action, et donc il faut nommer ensuite des responsables pour chacune des actions. Mais alors, vous allez me dire, quel est le rôle de la direction? À quel moment on passe tout ça au tamis pour valider, réorganiser, effectivement faire des choix dans toutes ces actions qui ont été apportées, proposées par les équipes? Eh bien, la première mouture de votre plan d'action qui est maintenant réalisée à l'issue de cette journée de séminaire, avec X ateliers dans la journée, où vous aurez toute la journée croisée pendant 45 minutes, 1 heure, les personnes par groupe mixte sur différents thèmes. Une fois que ça s'est terminé, c'est alors et seulement à ce moment-là que l'ensemble des actions pourra être revu en comité de direction ou par le dirigeant, ça dépend de la taille de l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de vérifier le bien fondé de la hiérarchisation des actions. Peut-être que les priorités que vous allez définir ne seront pas tout à fait les mêmes. C'est aussi de, évidemment, s'assurer que toutes les actions, les idées proposées par les équipes sont bien en ligne avec la stratégie. Et dans ce cas-là, vous pourriez peut-être en mettre quelques-unes de côté ou pour plus tard. C'est aussi l'occasion d'évaluer et de sécuriser les ressources qui seront nécessaires. Parfois, elles peuvent être économiques, elles peuvent être humaines, elles peuvent être simplement des ressources de temps. Et puis, ça va vous permettre de commencer à bâtir la feuille de route. Donc, vraiment, la feuille de route à 12, 24, 36 mois pour l'entreprise. Alors, entre nous, les feuilles de route à 36 mois, on n'en fait plus beaucoup. On fait plutôt des feuilles de route à 18, 24 mois chez nos clients. Mais l'idée, c'est que tout ça, ça vous donne clairement la feuille de route qui va vous permettre d'emmener et de développer vos équipes pendant tous les mois qui vont venir. Et puis, ça vous permet ensuite de mettre en place de la communication interne. Ça vous permet de structurer la communication. Et là, on reboucle sur le sujet du sens qu'on évoquait tout à l'heure et qui suppose une communication fréquente, régulière. Sans oublier évidemment l'occasion de remercier les participants et de valoriser en interne ces sessions d'atelier et ce plan qui devient finalement un plan collectif. C'est ça l'intérêt de la démarche. Et donc, vous embarquez les gens. Et clairement, cette méthode, je vous l'assure, fonctionne remarquablement. C'est exceptionnel, les résultats qu'on obtient, tant dans la créativité et dans les idées qui émergent, qu'ensuite dans la mise en œuvre, parce que chacun dans l'entreprise se sent tout ou partie propriétaire de ce plan d'action. Donc, il y a une adhésion des équipes qui est naturelle et qui fait qu'effectivement, l'entreprise est dynamisée, les équipes sont ultra impliquées, ultra engagées. Donc, en plus, ça, quelque part, ça participe de leur développement. Parce que quand vous procédez à ce type de méthode, vous les impliquez en amont, donc elles sont au cœur, elles traduisent votre stratégie en plan d'action, et ça, c'est magique.
Alors, vous avez ici un résumé du processus que nous déployons. Encore une fois, vous l'aurez dans les slides que nous partagerons à la fin de ce webinaire. Euh, il donne vraiment, je vous dis, d'excellents résultats pour un coût en termes de temps ou d'argent qui est microscopique. Il est beaucoup moins lourd qu'il ne paraît. Et puis, je vous l'ai dit, il permet que chacun se sente acteur et propriétaire du plan d'action. Donc, véritablement, ça permet de susciter l'adhésion de vos équipes. Alors, on ne pouvait pas, en janvier 2022, faire un webinar sur le développement du potentiel humain sans parler évidemment de l'engagement des équipes à distance. Donc, on est évidemment dans une situation d'avènement du télétravail qui est massif, qui a bouleversé les habitudes. Et donc, beaucoup de gens se demandent quel levier actionner pour garantir l'engagement de leurs équipes. Donc, pour nous, bien poser le cadre de travail et instaurer de nouvelles normes relationnelles répond à l'essentiel des interrogations. C'est ce que nous aidons à mettre en place chez nos clients et c'est ce qui fonctionne. Donc, encore une fois, on ne va pas passer 4 heures sur le sujet. Là, c'est vraiment une ultra synthèse d'un retour d'expérience de ce qui fonctionne sur le terrain dans les entreprises. Il faut comprendre ce qui a changé avec le télétravail. Ça, vous le trouvez dans tous les articles, dans plein de sites web. Il y a des changements qui sont d'ordre sociaux, parce que les canaux de communication sont réduits, il y a moins d'interactions, c'est moins varié, donc forcément, ça a une incidence. Donc, il y a une incidence qui est psychologique, avec un sentiment d'isolement, surtout quand on n'y est pas habitué, qui peut être très difficile à vivre. Il y a des changements qui sont environnementaux, parce que les contraintes du domicile influent directement sur le rythme et la qualité de travail. Et puis, vous le savez, enfin, c'est comme dans les pubs à la télé qui font sourire, mais c'est la vraie vie, avec des allées et venues de chacun, où on est 50 à se battre pour avoir la cuisine pour faire une visio. Et puis, enfin, il y a des changements et des impacts dont on parle d'ailleurs pas assez, mais qui ont beaucoup d'influence en termes de ressenti des équipes, qui sont techniques et logistiques. Moi, je pense notamment à un de nos clients où une partie du travail des équipes suppose de scanner beaucoup de documents. Bah oui, sauf qu'en télétravail, tout le monde n'a pas un super scanner chez soi, ultra puissant, qui sait avaler 100 feuilles par jour. Donc voilà, c'est tout bête, mais effectivement, ça a de l'incidence. Et puis, forcément, ça a obligé à définir un nouveau cadre collaboratif pour manager, pour vivre ce télétravail, pour fonctionner à distance. Et clairement, s'il y a une chose en tant que manager que vous êtes en droit de craindre, c'est évidemment l'éventuel désengagement des collaborateurs. Quand je dis désengagement, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est plutôt le fait qu'ils se sentent moins attachés à l'entreprise. Il y a moins de sentiment d'appartenance. C'est vraiment de ça qu'on parle. Et puis, il y a eu une espèce d'excès. On a attribué pendant très longtemps beaucoup de vertu au présentéisme. Moi, je me souviens d'un de mes clients qui disait au début du télétravail, ah ouais, mais tu sais, dans le télétravail, il y a télé, moi je suis sûr qu'ils ne travaillent pas tous. Évidemment, on en revient de ça. Mais l'idée, c'est que en dessinant pour vos collaborateurs un cadre qui est à la fois clair et souple, normalement, c'est l'inverse qui peut se produire. Vos collaborateurs peuvent augmenter leur productivité. Donc, pour ça, il faut un environnement de travail ou plutôt un environnement télétravail compatible. Donc là, parfois, il faut s'en soucier pour en parler. Il faut voir comment l'entreprise peut les aider. Il faut aussi qu'ils aient bien en tête leurs objectifs personnels. Souvent, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'écueils viennent du fait que on pense que finalement c'est très clair pour tout le monde. Eh ben non, il faut encore plus les rappeler en mode télétravail. Les objectifs de l'entreprise que vous portez, les vôtres, ceux des collaborateurs. Et puis, très important aussi, on s'en rend compte sur le terrain, de rappeler où commencent et où s'arrêtent les responsabilités. Et ça, c'est en lien avec un autre point, qui est la notion de l'attitude. Clairement, c'est aussi important de définir des règles d'hygiène, des règles du jeu. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Voilà, donc poser ce cadre, poser ces bases, c'est nécessaire pour un fonctionnement et un management à distance qui réussissent.
Ensuite, il y a des règles qui fonctionnent bien et qu'on a observées sur le terrain, qu'on a lues, qu'on a agrégées dans différentes études, qu'on a vues chez des clients qui ont très très bien géré le télétravail. Euh, il y a un élément très intéressant et très important. 33% des gens aujourd'hui, salariés, managers, etc., dirigeants, reconnaissent passer plus de temps aujourd'hui en reporting qu'avant. Alors, l'idée, c'est comment limiter les appels, les visios et les chats permanents qui viennent nous saturer. C'est vraiment ça l'idée. Donc, pour ça, il y a pas mal de leviers qui fonctionnent. Fixer un rendez-vous rituel avec les collaborateurs, ça fonctionne très bien, ça évite de s'appeler en permanence. Décider qu'il y a un jour sans visio, il peut être le vendredi, le lundi, le mardi, comme vous voulez. Accroître le partage d'informations avec des outils qui permettent d'agréger de l'information au même endroit sans avoir besoin en permanence de s'appeler ou de s'écrire. Privilégier les échanges asynchrones, c'est-à-dire ne pas en permanence venir se saturer d'appels, de chats et autres, ou de visio, mais ne pas hésiter à évidemment utiliser le mail. Et puis, un dernier point en forme d'évidence, mais qui est toujours utile de rappeler, les conditions de travail ne sont pas figées. Ça veut dire que on le voit tous, on est tous dans un monde qui évolue, des conditions qui évoluent, et donc il faut en permanence se reposer la question de ces conditions de travail. Alors, toute dernière chose, pour réussir le développement de ces équipes, on a la question qui est vraiment fondamentale, et là aussi, on s'est rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir sur les équipes, c'est la notion de l'intégration, mais aussi du départ. Plus d'un tiers des personnes recrutées en CDI quittent leur entreprise au cours de la première année. Pour l'essentiel, c'est parce qu'elles ont été mal intégrées. Pour l'essentiel, c'est une des premières raisons de départ dans les sondages. Et puis, à l'inverse, une démission ou un licenciement, que ce soit individuel ou collectif, c'est pas seulement un départ qui contente les deux parties. C'est clairement, comment dirais-je, c'est clairement un événement qui permet d'apprendre, de grandir, de se développer, qui doit être bénéfique pour tous. Donc voici quelques conseils et astuces qui fonctionnent très bien sur le terrain en seulement 2 slides. Donc, l'accueil d'un nouveau collaborateur, c'est un peu le b.a.-ba du management. D'autant que le plus dur, c'est-à-dire trouver la perle rare, normalement, est derrière vous. Or, on évalue à plus de 50% le nombre de personnes qui estiment ne pas avoir été bien intégrées à leur arrivée ou pas du tout intégrées. Ça veut dire que sur les 36% des personnes recrutées en CDI qui quittent leur entreprise au cours de la première année, clairement, il y a un coût qui est absolument énorme pour l'entreprise. Entre 1,7 et 2,4 fois le salaire pour cette personne sur la période. Donc, avec, encore une fois, pour principale raison, une mauvaise ou une absence d'intégration. Pire, une autre étude qui est très intéressante, que vous retrouverez aussi, environ 12% des employés seulement estiment avoir été bien intégrés. Donc, comment ça marche? Il faut systématiser le processus. Certes, ça peut sembler un peu mécanique, mais il y a des étapes à définir qui vont être systématiques pour l'ensemble des collaborateurs qui vont vous rejoindre. Les étapes qui sont prévues à l'avance, pour ne pas les oublier, les personnes qui vont être concernées et qui vont savoir quel rôle elles ont à jouer, et puis les nouvelles recrues qui vont être rassurées dès leur arrivée parce qu'elles vont avoir en amont toutes les informations. Donc l'idée, c'est que certes, ça va être mécanique, mais ça va vous permettre d'avoir des jalons ultra clairs à côté desquels vous ne passerez jamais. Un autre élément, c'est de gérer le timing, c'est-à-dire avant l'arrivée de la personne, le jour de son arrivée, dans la semaine qui suit, au bout de 2 mois, avec un rapport d'étonnement par exemple, 6 mois après ses débuts, etc. Donc l'idée, c'est de bien jalonner l'intégralité des étapes avec tout ce qui va se passer, en plus, comme je l'évoquais juste avant, de qui doit s'occuper de quoi, en gros, pour faire simple, hein. Le fait de systématiser et de définir les choses permet de passer d'une phase de découverte jusqu'à un sentiment d'intégration. Et ça, c'est vraiment fondamental, un sentiment d'engagement, de participation. À l'inverse de ça, pour terminer rapidement, on a le sujet
des départs. Beaucoup d'entreprises ne savent pas à quel point, ne mesurent pas à quel point il faut savoir gérer les départs. L'importance vitale pour l'entreprise de sa marque employeur, c'est aussi de réussir le départ de ses collaborateurs, qu'il s'agisse de licenciement ou de démission. Ça marche dans les deux cas. Et ce n'est pas seulement une pratique de courtoisie, c'est une exigence professionnelle qui permet effectivement de récolter du feedback, de maintenir l'engagement des équipes en place en étudiant avec elles quelle partie de leur travail il va falloir modifier. Et puis clairement, de les ressouder autour d'un nouveau projet d'entreprise. C'est aussi une façon de communiquer lorsqu'il y a un plan collectif pour, dans le cadre légal bien sûr, voire obligatoire, de donner les éléments de contexte, de clarifier, d'échanger individuellement. Donc là, je fais très court parce que le temps nous est compté, mais on a beaucoup écrit et on a beaucoup de méthodes sur le sujet qui permettent de rendre, et je sais que ça peut sembler paradoxal, mais de rendre les départs individuels ou collectifs dans le cadre de licenciement ou de démission vertueux, utiles pour ceux qui partent, pour ceux qui restent et pour l'ensemble de l'entreprise. Voilà, désolé d'avoir eu un débit de parole un peu long, un peu rapide, pardon. Vous l'avez compris, il y avait beaucoup de choses à partager, c'était extrêmement condensé. Et je vous propose maintenant de prendre une ou deux questions. Désolé, on ne pourra pas en prendre beaucoup. Et on terminera sur quelques références avant de vous laisser déjeuner. Alors, Claudia, Jennifer. Alors, on a une question. Donc, quid de l'impact de l'intelligence artificielle sur les salariés dans 10 ans? 43% des emplois pourraient disparaître dans le monde d'après l'OCDE. C'est complètement juste et j'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn un petit post à ce sujet qui serait trop long à expliquer maintenant, mais on est en plein dans le sujet. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'idée qu'il n'y a plus de porteurs d'eau, il n'y a plus d'allumeurs de réverbères, il n'y a plus de gens dont le job est le matin de jeter des cailloux sur les carreaux pour réveiller les habitants de la ville. Donc effectivement, des jobs qui disparaissent et qui se recréent. Le seul problème et le véritable point d'achoppement, c'est la vitesse à laquelle ça se transforme en ce moment, depuis environ 5 à 10 ans, avec les métadonnées, les nouveaux jobs qui ont émergé, qui sont trop loin cités. Mais globalement, il y a une tendance de fond qui aboutit, alors qui est beaucoup liée au digital, évidemment, qui aboutit à l'évolution de la société et du monde du travail qu'on est en train de vivre de façon très très globale, et qui évidemment impacte au bout du bout la notion d'intelligence artificielle. Moi, je n'ai pas de solution magique, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que la notion de formation, de reconversion, d'accompagnement des équipes, avec beaucoup de choses qui ont été mises en place, alors c'est aussi une des raisons des changements réguliers de lois et de politiques en termes de formation dans le pays, mais pas que. Mais la formation est un des principaux leviers pour accompagner les équipes. Nous, on le voit chez les clients, des personnes qui avant posaient des affiches, maintenant sont des personnes qui ont été reconverties, formées et qui sont derrière un pupitre et qui managent des panneaux numériques à distance. Des personnes qui avant faisaient la logistique et qui manipulaient des chariots élévateurs, maintenant sont derrière une console et effectivement gèrent des chariots intelligents. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que tout le monde est capable d'aller vers ces métiers-là? Combien de postes vont disparaître au passage? Que vont devenir les personnes dont le job disparaît, etc. Donc, je n'ai pas de solution magique. Je partage et en tout cas, je suis intimement, enfin, je partage la préoccupation et je suis profondément, intimement convaincu que d'une part, effectivement, il y a quand même heureusement des bonnes surprises avec des nouveaux jobs qui vont émerger. D'autre part, qu'il y a un vrai levier avec la formation, la reconversion, l'accompagnement des équipes de 1000 façons différentes. Alors, deuxième question. Chacun ayant sa propre carte du monde, PNL, et pouvant ne pas adhérer au sens communiqué par les dirigeants, donner du sens ne peut-il pas être interprété comme une justification imposée aux collaborateurs? Alors, je ne suis pas là-dedans, je vois très bien, je partage cette idée, ça peut être une vraie préoccupation, mais dans une entreprise, le rôle des dirigeants est de définir une stratégie et d'emmener l'entreprise vers cette stratégie. Évidemment, ça doit être validé par l'actionnaire, par les partenaires sociaux. Évidemment, ce n'est pas justement les dirigeants seuls dans leur coin. Donc,
L'idée de donner du sens, c'est que au maximum, les actions qui découlent de cette stratégie soient des actions qui soient pensées et mises en œuvre collectivement à un niveau d'équipe. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre méthode de séminaire qui fonctionne mais super bien, qui est assez extraordinaire et qui est super simple à mettre en place. Et puis, pour revenir à cette question, c'est que moi, je considère au contraire que le devoir des dirigeants, c'est justement des managers, enfin on appelle ça comme on veut, c'est justement la transparence, la communication, l'information régulière vis-à-vis des équipes. Mais l'entreprise, c'est pas une démocratie. L'entreprise, tout le monde ne doit pas voter pour la stratégie. Quand on rejoint un job, on n'est pas, enfin, il est rare qu'on puisse négocier la stratégie de l'entreprise. Quelque part, enfin, c'est pas à chacun de décider quelle est la stratégie de l'entreprise, d'y contribuer chacun de sa façon dans son job, oui, bien sûr. Mais je suis vraiment intimement convaincu, puis aussi parce que je le vois sur le terrain, dans les clients qu'on accompagne et qui vont très bien ou qui vont mieux, donner du sens aux équipes, c'est de la transparence et c'est leur donner des points de repère qui leur permettent de savoir pourquoi ils travaillent et dans quelle direction. Alors, troisième question, comment remotiver une personne qui ne pense qu'à partir à la retraite? Alors, là, on est vraiment sur un cas extrêmement précis. Il y a mes coordonnées après, effectivement, donc je peux être complètement joint pour des cas très précis. Je serais très heureux de répondre parce que j'adore partager et que là, aujourd'hui, j'ai fait de l'ultra, ultra dense. C'est une vraie question spécifique à certaines entreprises. Effectivement, c'est un vrai sujet. Généralement, on travaille beaucoup dans quelques entreprises. On va beaucoup travailler sur le sujet de la passation, le sujet des nouvelles missions. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer les missions de la personne qui sera amenée à partir à la retraite. Voilà, c'est une réponse très rapide, mais c'est de lui donner des responsabilités additionnelles qui vont être de nature à le motiver. Alors, Je crois dernière qu'on est, question. ouais, je crois qu'on est vraiment à la limite en termes de timing. Je propose d'arrêter là les questions, Jennifer, si tu veux bien. Ok. Et parce que je vois dans la liste qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres, juste pour partager les derniers éléments qu'on va vous envoyer par slide après ce webinaire. Bon, vous allez retrouver l'ensemble de mes coordonnées au cas où vous auriez des questions. Donc, vous avez mon email, vous avez mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas. Je vous promets que je parlerai moins vite si vous m'appelez. Donc, on pourra échanger. On a écrit un livre blanc qui est sur le sujet du développement des potentiels humains dans l'entreprise, qui est très en lien avec ce webinaire. Alors, ce webinaire va beaucoup plus loin, mais dans le livre blanc, il y a beaucoup de data, de stats, d'études. Donc, c'est une super compilation pour essayer de comprendre ce qui se passe depuis 10 ans et ce qui va se passer dans les 10 années qui viennent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans ce livre blanc que je vous invite à télécharger sur notre site béréniceconseil.com, bérénice-conseil.com. Alors, on est en train de le rafraîchir. Le nouveau site sort dans 2 semaines, mais c'est pas grave. Il y a toujours le livre blanc sur le site actuel. Et puis, on a développé des méthodes qu'on pourra vous partager, qui sont aussi disponibles sur le site, notamment la fameuse méthode Argos qui a été déposée, qui permet effectivement, en quelques jours seulement, d'identifier des leviers de développement du potentiel humain dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à la demander ou à la télécharger. Il suffit de nous écrire, on vous l'enverra. Et puis, vous avez toutes les références que je vous ai promises, que vous allez retrouver là, avec des liens Internet, avec des bouquins, avec des études absolument géniales qu'on a lues pour vous, qu'on a compilé pour vous, mais sur lesquels vous allez pouvoir retrouver beaucoup, beaucoup d'infos. Donc voilà, on vous envoie ça aussi en lien tout à l'heure. Et puis, vous pouvez retrouver au-delà sur le site béréniceconseil.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos travaux et publications, nos articles mensuels, des méthodes, enfin beaucoup, beaucoup d'informations. Voilà. Et puis, vous avez également, bien sûr, le site de nos amis de démo sur lequel vous retrouvez l'ensemble des formations utiles au développement du potentiel humain de vos équipes, de vos managers, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets que je serai très heureux de vous expliquer une autre fois. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a intéressé. Ça a été plusieurs semaines de préparation pour compiler toutes ces données, toutes ces études. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez toutes mes coordonnées dans les slides que vous allez recevoir. Vous avez toutes les études. Donc voilà, je serai très heureux de vous en dire beaucoup plus sur chaque page, presque sur chaque mot que j'ai utilisé depuis tout à l'heure. Un grand merci, je vous souhaite un très bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.